Je vous ai parlé de cet ami châtelain qui possède une sorte de forteresse au nord du département, une grande famille parisienne, mais originaire du coin depuis le XIe siècle, dont 2 ou 3 ancêtres sont enterrés sur l'île de Rhodes à cause des pèlerinages en Terre Sainte, lesquels à l'époque portaient un autre nom. Eh bien, ce Frédéric de Roquemachin, c'est un faux nom évidemment, me dit en gros, est-ce que tu peux venir me chercher à la gare à Toulouse? Je pars avec mon chien avant le confinement, donc j'y vais, je vais le retrouver. C'est un très grand chien, c'est un très grand type aussi. Le chien est une sorte de dogue de robe de l'Est avec des oreilles longues et des yeux qui tombent, un peu comme mon ami d'ailleurs, qui a la même figure et qui mesure 2 mètres, et qui porte une veste de chasse en velours tous les samedis matins, même à Paris, qui dirige plusieurs sociétés, mais là c'est son fils qui s'occupe de tout. Et donc dans cette période troublée, à 67 ans, entre marasme économique, engueulade conjugale autour du Covid, il l'a eu, et il dit si ma fille n'était pas interne en médecine, j'aurais pris ça pour une grippe. Problème de placement aussi car il est riche, il a décidé de partir seul en disant ça me fera un excellent prétexte pour tout lâcher pendant un mois. Je précise que c'est un bon riche, en ce sens qu'il a une voiture de 20 ans qu'il attend avec sa batterie débranchée dans une grange à foin, qui dépense une fortune pour l'entretien du château, pour le site internet, pour les visites, sans presque aucune subvention, avec des visites d'ailleurs interrompues depuis 1 an. En plus, la suppression des mariages qui payaient pas mal de frais et qui ne les paient plus. Mais c'est aussi un mauvais riche en ce sens qu'il est maniaque et sourcilleux sur des détails, assez teigneux sur la discipline et les règles, un peu à la Louis de Funès, si vous voulez. Par exemple, ma voiture, pendant que nous roulions vers son village fortifié, là, entre Albi et Saint-Julien, lui inspirait du dégoût parce qu'elle était emplie de sueur et de feuilles mortes. Il a dit, je suis sûr qu'en saison, tu vas pouvoir élever des champignons. Et quand nous nous sommes quittés au fond de sa prison glacée, là, plantée de herses, où les marches de pierre étaient tellement grandes qu'on pouvait monter à cheval au premier étage, les emplettes alimentaires, pour le mois entier, étaient alignées sur la table de la cuisine, et la fermière d'en bas, qui avait fait livrer tout ça, a dit « j'ai pas allumé le frigo, hein, vu que madame a surnommé le château Arthur Martin », et Frédéric a répondu « oui, oui, c'est mieux, touchez à rien, je m'en occuperai ». Ça, c'était sa grande expression. Donc pourquoi cette introduction assez longue? Parce que Frédéric, ayant appris que je refaisais mon rez-de-chaussée au village avec une cuisine en kit, mon Dieu quelle horreur, quelle vulgarité, a absolument voulu voir ce que je faisais pour exercer ses talents de pinailleur en me disant t'aurais dû refaire un crépi à la chaux, c'était pas plus cher, et pourquoi ne pas remplacer ces carreaux de terre cuite? Alors je vous refais un peu l'échange, parce que lui ai-je dit je ne trouverai pas des carreaux de terre de 24 cm à coin carré, mais tu n'as qu'à les faire par une briqueterie, me dit-il. C'est ça, lui ai-je répondu, c'est 2000 € encore et 3 mois de délai, etc. À la fin, nous sommes convenus que je continuerai à vivre comme quelqu'un qui est à 2000 € près, et lui comme un type capable de faire soulever des dalles du XIIe siècle pour faire passer un tuyau. Mais la question du jour n'est pas là. Enfin si, un peu tout de même, parce qu'il a aussi les moyens de ses coups de gueule, et que quand il est venu nous voir sur ma terrassette, là, à Campagnol, il était, figurez-vous, en pleine polémique par voie de presse avec le maire du Patelin dont il portait le nom, Roquemachin, maire qu'il avait appelé publiquement couillon dans la dépêche du midi, ce qui est quand même une déclaration de guerre un peu. Pourquoi? Eh bien c'est ce qu'il a expliqué chez moi au présent, la psychiatre de Montpellier, Bernard l'ancien moine, Suzanne, Léon, qui ont dit qu'ils avaient bien fait de rester puisque leur département était désormais confiné dans le Nord. L'abonné au Monde aussi qui était là, qui est passé quand il a appris qu'un entrepreneur proche du président du MEDEF et disait-on du président Macron daignait nous honorer de sa présence, abonné au Monde qui a d'abord été frappé par la taille de mon hôte et qui lui a dit « vous êtes bâti comme un rugbyman ». À quoi Gustave a répondu en le toisant, tout le monde ne peut pas être bâti pour la belote. Rugbyman, en fait, il l'avait été, et justement, il rouspétait ce jour-là à propos de rugby contre le gouvernement et tous les covipocrites, parce qu'avant le match qui avait permis à la France de battre le Pays de Galles, les joueurs étaient à 10 mètres les uns des autres, au garde à vous, pendant les hymnes nationaux, soi-disant par crainte de la contagion, mais que pendant la partie, évidemment, et surtout après la victoire, tout le monde se montait dessus allègrement, sans masque, évidemment, sans précaution, sans souci, parce que dans les grandes occasions, on consent à admettre, nous a-t-il dit, que tout ça c'est des conneries, leurs histoires de confinement ça ne tient pas debout, le masque en plein air n'importe quoi, la conjuration des médecins qui ferment des lits d'un côté et qui disent qu'on va manquer de lits de l'autre, c'est nous prendre vraiment pour des imbéciles, etc. Là-dessus, naturellement, on en est venu à l'affaire qui avait éclaté avant son arrivée dans la presse locale, puisque le maire, donc socialiste du Patelin fortifié où il était, avait déclaré que les Parisiens qui venaient juste pour le confinement déséquilibraient la vie locale.
À quoi ce Frédéric de Roquemachin avait répondu par le truchement du journaliste qui l'interrogeait au téléphone: si les maires qui ne veulent pas des Parisiens pendant le confinement nous font cadeau de 30% de la taxe foncière, nous restons à Paris. Sans ça, je propose qu'ils ferment carrément leur gueule. Ça avait le mérite d'être assez clair, et l'abonné au Monde a dit qu'il pouvait en effet comprendre cette réaction, même s'il n'a pas tellement apprécié la mention du socialisme du maire. En vérité, notre abonné au Monde était hypersensible au fait que Frédéric, malgré sa veste de chasse, ses 67 ans, son énorme chien courant nommé Gédéon, était assez proche de ce qu'il appelait les équipes Macron. Il a même précisé qu'ils étaient tous des amis de son fils. Gustave a d'ailleurs fait observer que quand tu as du fric, tu es très proche des équipes Macron par définition, puisque ils viennent profiter de toi, et inversement. C'est de la démocratie en éprouvette, in vitro. Mais c'est comme certains médicaments qui ne marchent pas une fois sortis du labo. Là, a dit toujours Gustave, ils jouent tous au Monopoly entre gens du même monde, de Paris à Berlin et à New York, mais les peuples, eux, ne peuvent pas acheter la rue de la Paix, donc ils vont finir par l'envahir. C'est en route d'ailleurs. Je vois, a dit Frédéric, que monsieur connaît la vie, entre deux compliments, il a dit ça, deux compliments à Bernard, l'ancien moine, et à Suzanne, qui avait soigné sa petite fille atteinte d'anorexie l'an passé. De mon côté, moi, je servais du café au rhum avec des macarons surgelés. Il était 2 heures de l'après-midi, et là, Frédéric s'est complètement lâché contre Matignon. Il n'a pas dit de mal de Macron au début. Il en avait beaucoup contre le Premier ministre. Il nous a dit: j'ai parlé avec la fleuriste de la gare avant de partir, elle venait d'apprendre que finalement elle n'allait pas jeter pour 5000 € de marchandises, mais qu'elle branquignole quand même. Ça m'a amusé, ça, parce qu'il avait eu une maîtresse pendant 25 ans qui était une fleuriste et qui est morte il y a 3 ans. Et leur attestation à la con, a-t-il repris, je me souviens plus de la formulation exacte qu'elle contenait, mais on aurait dit un contrat d'assurance. Tu sais, il y a des items, des paragraphes susvisés, le style administratif à la française, façon caisse des dépôts et consignations, tout en contournement. À la fin, tu savais ni ce qu'il fallait faire, ni ce qu'il fallait pas faire. Et tu jetais ton attestation à la poubelle en te disant: j'ai pas besoin d'attester que je dois sortir, je les emmerde. Léon, là, qui le regardait avec un peu de stupeur, un peu douloureuse, a dit: oui, mais quand on n'a pas les moyens de payer une amende, on peut pas se permettre de les emmerder, comme vous dites. Et il a ajouté: il faut les aplatir, sans ça, c'est eux qui finiront par nous aplatir, nous. Et là, la psychiatre de Montpellier, qui vous voyez Frédéric, a dit en se présentant sobrement: moi, ce qui me frappe, c'est que des gens comme vous, monsieur, qui êtes dans la même botte que ceux qui nous dirigent, qui êtes sortis des mêmes grandes écoles, commencent tout de même à les lâcher sans le dire vraiment. Et Frédéric a répondu: j'ai fait l'ENA il y a longtemps, je peux vous dire que Macron n'a pas le 10e du niveau qui était exigible de mon temps. Et il a ajouté cette chose terrible: il y a encore des gens assez remarquables dans ce milieu, il faut le dire, mais il les a tous écartés les uns après les autres. Eh bien moi, je peux vous dire une chose certaine, a dit Christiane, c'est que c'est un grand malade. Alors à ces mots, tout le monde a précisé à l'adresse de Frédéric que la névrose était le domaine de Christiane, et elle a tenu à préciser à son tour qu'elle n'était pas psychanalyste mais psychiatre, avec plus de 10 ans en milieu hospitalier, et que là elle faisait de l'expertise en gériatrie dans tout le sud de la France. Du coup Frédéric l'a regardé avec un respect prudent, mais elle a abondé dans son sens en disant que la dernière séquence de la vie publique était très embarrassante quand même, pour les médias notamment, qui se sont visiblement rendus compte que cette fois, quelque chose n'allait pas, car notre problème est manifestement que nous sommes gouvernés par un psychotique, et que tout le monde, éditorialiste compris, CAC 40 compris, commence à se demander ce qu'il faut en faire de ce type. Son problème se voit dans les revirements innombrables, dans l'indécision et surtout dans la sémantique très construite qu'il pratique, nous dit-elle, mais dans l'absurde évidemment. Nous allons donc avoir un vrai souci avec lui. Par exemple, hier ou avant-hier, il explique à tout le monde que le fait de fliquer les gens, de maintenir les bars, les théâtres fermés, de les obliger à rester chez eux le soir, n'est pas un confinement. Or, visiblement, c'en est un. Alors, pourquoi le dit-il? Eh bien, parce que ce gars se raconte à lui-même une histoire en permanence, et le sujet principal de cette histoire, c'est lui, c'est la sienne. Il est un peu comme ces enfants que tu surprends dans leur chambre, assis sur la moquette, avec 3 Playmobil dans les mains, et qui les dressent les uns contre les autres, en simulant des batailles, paf, pchit, dont son personnage préféré, son double, sort évidemment toujours vainqueur. Et là, c'est pareil, il nous explique en permanence que son grand drame, c'est d'être incompris. Il dit aux gens: c'est pas votre faute, vous ne savez pas où nous allons. Heureusement que je suis là pour vous le dire. Il suffit que moi je le sache.
En entendant Christiane nous parler comme ça du président, j'étais un peu gêné parce qu'une bonne part quand même de ce qu'elle disait s'appliquait à Frédéric de Roquemachin qui avait un gros côté, laissez, je vais m'en occuper. La différence, c'est que Frédéric, que je connaissais bien, avait une profondeur, une culture derrière tout ça. Il se moquait souvent de lui-même et de ses défauts. Il avait des enfants aussi, ce qui relativise beaucoup. Il était au bord de la retraite. Il était très catholique en plus. Il lisait un livre par jour, ce qui aide. Donc il avait du recul, ce qui lui permettait de voir en Macron la caricature de ses propres défauts. Il m'a même dit un jour, Dieu merci, ni moi ni mon fils n'avons tourné comme ça. Mais surtout, il avait fini par faire coïncider dans sa tête le personnage du président avec celui du maire de Roquemachin, qui était un corneau de première, vicelard, socialiste, qui voulait créer un pôle numérique pour un village de 800 habitants, qui disait celles et ceux tout le temps, qui faisait garer exprès les forains sous le château, qui fricotait avec le conseil général pour piquer des subventions un peu partout, mais surtout qui faisait l'ouverture de la pêche une semaine avant les autres et qui tirait des bécasses hors des périodes balisées parce qu'il avait la complicité de tous les gardes du coin. Gustave a dit là, alors là pour les bécasses, le maire de Campagnol est pas mieux, hein. Ils doivent téléphoner au même endroit, j'imagine. Le mec ne sait pas écrire une lettre, mais crois-moi, il sait bien téléphoner. Et Frédéric a enchaîné, le nôtre c'est pareil, tu le reconnais de dos dans les rues, c'est un type qui marche courbé parce qu'il téléphone au préfet. Courbé, il l'est naturellement quand il parle au préfet, mais le fait que ça penche du côté du téléphone fait qu'il marche tout de travers, et plus il marche courbé de travers, plus on comprend que l'interlocuteur est important. Le jour où le président va lui téléphoner, il va carrément taper le mur. Là, Gustave, en reprenant un coup de café au rhum, a dit « Je ne comprends pas pourquoi un homme comme vous, qui visiblement avait toutes les relations qu'il faut, n'a pas eu la peau de ce gars, votre maire, là, votre maire idiot, au fil des années. » D'abord, a dit Frédéric, parce que si j'avais réussi à le faire tomber, il aurait fallu le remplacer comme maire. Alors ça, non, c'est un village de socialos qui déteste le châtelain, donc j'aurais dû arroser tout le monde. Au final, pour me faire détester quand même, après 20 ans, on s'aperçoit qu'on s'est ruiné la santé pour rien, sans parler des finances, mais surtout, il a dit, moi, j'ai pas collectionné les médiocres autour de moi toute ma vie. Or, il faut quand même bien le dire, l'esprit de la démocratie française, c'est plutôt ça. En fait, c'est de deux choses l'une. Ou on monte à l'arrière d'un camion pour dire « suivez-moi » et on prend le Parlement d'assaut en racontant des sornettes avec des gars derrière qui jouent du clairon, le côté Bonaparte ou De Gaulle, qui est assez mon genre d'ailleurs quand j'étais jeune, ou on essaye de s'entendre plutôt avec les imbéciles, les tièdes, les rusés, les madrés, les huileux, dans le genre Gérard Larcher, en leur téléphonant en douce, ce qui est quand même plus long, plus dégradant, et puis ça laisse des traces d'huile en plus, a dit Gustave, et là Frédéric a très bien résumé le problème. En fait, a-t-il dit, Macron, tout comme le maire de Roquemachin, ils veulent jouer les deux rôles en même temps. Jouer les tribuns d'un côté, parce que les tribuns c'est l'amour fou, c'est la passion, c'est le panache, c'est les grands hommes, c'est tout ça, et jouer les grenouillards de l'autre, et là c'est pas la passion, c'est plutôt l'hôtel de passe, les compromissions, les rétrocommissions, les magouilles pour faire tomber un rival, et on comprend bien que les deux ne vont pas ensemble. L'abonné au Monde a tenté d'une voix blanche de dire pour votre mère, je ne sais pas, mais pour le président, il sait où il va. Et là, Christiane a repris la phrase en disant, je suis d'accord avec Albert, il sait exactement où il va, il sait qu'il va à la catastrophe parce qu'il est atteint d'un syndrome qui mène à la folie. Je veux dire, à l'autodestruction, c'est le syndrome du « je veux être tout et son contraire à la fois ». Je veux être un intellectuel profond alors que je réfléchis en 3 minutes. Je veux être un autocrate alors que je suis entouré de 150 personnes qui analysent pour moi. Je veux être hautain alors que je suis familier. Et quand je tape sur le ventre des gens autour de moi, je redeviens hautain immédiatement en une seconde. Je veux priver les gens de la liberté de s'embrasser, d'exercer leur métier, de voyager. Mais je repasse derrière les décisions pour faire 40 exceptions dès le lendemain. Donc je suis à la fois celui qui punit et celui qui console. Dans le dictateur de Charlie Chaplin, on voit très bien, je veux dire visuellement, on voit, c'est très bien illustré, ce côté touche à tout du dictateur qui veut tout être à la fois, tout habiter, tout inspirer en même temps. Il jongle avec le monde, déjà, ça c'est une scène connue. Il caresse la joue des enfants. Quand il est pris d'un élan, il grimpe au rideau. Quand il voit un piano, il improvise immédiatement quelque chose. Alors ça mène où, lui a-t-on demandé. Et là, Léon, qui avait été très calme, a dit, écoute, ça mène, comme le dit madame, à une fin qui est elle aussi tout et son contraire, une chose et l'autre, une honte et une gloire. Il va s'arranger pour faire passer le désastre qui l'attend pour un trait d'héroïsme, mais ce qui est ennuyeux, c'est qu'il va surtout s'arranger pour faire le plus de mal possible autour de lui en tombant, afin que la faute rejaillisse sur ceux qui l'ont fait tomber. Et là, il y a eu un silence, et la psychiatre a dit « pas mieux ».
Ça nous a paru quand même lourd de promesses funestes. J'aurais pu conclure par ça, mais notre comte de roc machin, là, du haut de ses 2 mètres, a rebondi en disant attention, attention, qu'il ne fasse pas repousser la présidentielle en prétendant qu'il y a un risque d'extension de la contagion. Et Léon, toujours prophète, a répondu ah, s'il fait ça, il est foutu. Ben, nous aussi, ai-je dit. Et là, tout le monde s'est retourné vers Christiane qui a dit comme il a perdu le sens du vraisemblable, il peut se raconter et nous raconter n'importe quoi. Donc, en effet, ce n'est pas impossible. Et la vraie conclusion est venue de Frédéric Le Châtelain, dont la famille avait suivi tous les rois de France. Il a dit en France aussi, il existe, Dieu merci, un état profond et il n'en fait pas partie. Toi, si, lui ai-je demandé. Et là, il n'a pas répondu. Il a appelé son chien qui s'est relevé lourdement. Il a dit il faut que je passe à Villeneuve. Il a quand même dit la France c'est comme l'Italie. Vous savez, pour 50 mètres cubes de feuillage, il y a 1000 mètres cubes de racines. Et en plus, c'est le printemps aujourd'hui, a dit l'ancien moine Bernard. Et il nous a quittés là-dessus. À bientôt, merci.